Au moment où le téléphone commence à sonner, j'entends un boom. Et là, en fait, il y a la voile qui est à l'avant du bateau, une grande voile, un Gennaker qui tombe dans l'eau. Et là, je me dis non. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? J'ai eu un choc avec un morceau de glace et je me suis retrouvé le bateau qui a commencé à partir couché sur l'eau. Okay. Il m'envoie un message. Il dit, il y a Jean Le Cam, qui est un autre concurrent, qui vient de déclencher sa balise de détresse. Comme il était pas très loin de ma position, il me demande, est-ce que tu peux te dérouter? Et là, tu te dis, là, mais qu'est-ce qui arrive à Jean, en fait? Salut à tous, bienvenue dans cet épisode du Rebond. Aujourd'hui, je suis avec Armel Lecléache, véritable légende de la navigation, qui a gagné le Vendée Globe en 2016. Bonjour Armel. Bonjour Enzo. Tu vas bien? Super, et toi? Ça va très bien. Alors, je vais d'entrée briser la glace. Tu as un surnom qui est le Chacal. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi on t'a donné ce surnom? Alors, pourquoi ce surnom? Je te rassure, je ne mords pas. C'est un surnom qui date depuis maintenant très longtemps. Quand j'étais étudiant, je naviguais beaucoup sur justement des épreuves entre les cours ou après l'école. Et puis, avec des copains, on avait monté un équipage. Et moi, j'étais déjà assez affûté dans mon sport, et puis j'avais un tempérament j'aimais pas perdre. Donc, j'étais sur le bateau un peu chiant par moment, ou un peu pénible. Je me disais non, mais c'est pas fini la course, on peut encore réussir à gagner. Et puis les autres, au bout d'un moment, ils avaient un peu ras-le-bol, ils disaient mais c'est bon, les autres ils sont loin devant, on va pas pouvoir revenir. Et puis un jour, il y en a un qui m'a dit, mais t'es un chacal en fait, t'es vraiment comme ce charognard qui tourne autour de sa proie et qui lâche rien. Et puis voilà, et c'est resté entre nous. Et puis à ma première course, on va dire un peu prestigieuse dans le monde professionnel, je m'étais mis un petit autocollant à l'arrière de mon bateau, un peu porte-bonheur avec marqué Chacal, mais c'était vraiment minimaliste. Et puis j'ai fait un très bon résultat. Et puis à l'arrivée, il y a des journalistes qui étaient là sur le ponton pour me poser des questions. Et puis il y en a un qui a dit, mais c'est quoi Chacal? Et je dis, c'est mon surnom. Parce que j'étais fatigué à l'arrivée, tout ça. Et donc le lendemain, dans la presse, le Chacal, deuxième de la solitaire du Figaro, etc. Et puis depuis, c'est resté. C'est un surnom qui me va bien sur l'eau, parce que c'est vrai que j'ai un tempérament vraiment de quelqu'un qui est bagarreur, qui lâche rien, moi je donne tout vraiment sur mon bateau, surtout en solitaire, à être à fond jusqu'au bout, à y croire jusqu'au bout. Par contre, je vous rassure et je te rassure, à terre, voilà, je suis beaucoup plus calme, j'ai un peu deux facettes, mais sur l'eau, le Chacal, ça marche. J'ai l'impression qu'il faut vraiment avoir cet état d'esprit pour mener de bout en bout les courses que tu mènes, notamment la Vendée Globe. Est-ce que tu peux nous expliquer le concept du Vendée Globe? Alors le Vendée Globe, c'est le tour du monde en solitaire à la voile, sans escale et sans assistance, qui part des Sables d'Olonne. Bien sûr, il faut revenir aux Sables d'Olonne en passant les 3 caps mythiques que sont Bonne-Espérance, le cap Lewin, donc au sud de l'Australie, et enfin le cap Horn au sud de l'Amérique du Sud. Et puis bien sûr, on remonte direction les Sables d'Olonne. C'est une course qui se court sur des monocoques, donc une seule coque, des bateaux qui font 18 mètres de long. Donc ce sont tous des bateaux de la même dimension. Ils peuvent être un petit peu différents parce qu'il y a des bateaux plus anciens et des bateaux plus récents, mais c'est tous le même format. Et puis cette année, il y avait 40 bateaux au départ, et le vainqueur a mis 64 jours, et le dernier qui est arrivé à peu près au bout de 120 jours. Et toi, quels sont tes premiers souvenirs de Vendée Globe? Alors moi, le Vendée Globe, ça a commencé pour moi la première édition en 89. Alors j'avais 12 ans, j'étais à l'école, au collège, et à l'époque, il n'y avait pas encore Internet. Alors peut-être ça va faire rigoler certains auditeurs, mais ça n'existait pas tout ça, les réseaux sociaux. On suivait l'actualité à la radio, à la télé, dans les journaux. On lisait beaucoup le journal. Et puis ce Vendée Globe, c'était un peu un pari fou qui avait été tenté par des marins qui s'est dit pourquoi pas faire le tour du monde en solitaire sans s'arrêter. Il y avait déjà un tour du monde qui existait avec des escales. Ils partaient d'Espagne, ils allaient en Afrique du Sud, puis après ils repartaient, ils allaient en Nouvelle-Zélande. Ils se sont dit pourquoi on ne le fait pas d'une traite, pourquoi on ne fait pas le tour du monde sans s'arrêter? C'est encore plus difficile, encore peut-être plus dur à réaliser. Et ils ont lancé cette épreuve. Ils étaient 13 bateaux au départ. Pas beaucoup de médias qui suivaient cette course, parce que et puis beaucoup de gens qui étaient sceptiques en disant mais combien vont revenir? Est-ce qu'il y en a qui vont réussir à finir? Et puis ça a pris de l'ampleur pendant la course. Moi j'ai suivi ça comme un gamin qui suivait le récit de ces marins, c'était vraiment les aventuriers. Ils partaient tout seuls sur leur bateau. Le vainqueur, c'est Tito en Lamazou,
qui a remporté ce premier Vendée Globe, qui a dû mettre un peu plus de 120 jours, je crois, ou un petit peu moins, mais en tout cas, voilà, plus de 100 jours. Et puis, il y a eu déjà des histoires incroyables sur cette course. Il y a eu des chavirages, il y a eu voilà, plein d'événements. Et moi, de mon petit point de Bretagne où je vivais depuis mon école, je suivais ça, voilà, vraiment avec beaucoup de... Je me sentais pas, ça me donnait pas forcément envie d'être à leur place, mais je voyageais avec eux. J'avais envie d'écouter ce qu'ils vivaient, de suivre leurs aventures. Et puis, finalement, le Vendée Globe est arrivé pour moi en tant qu'acteur bien longtemps après, en 2008, quand j'ai participé à mon premier Vendée Globe. Et près de 20 ans après, en 2008, c'est à ton tour d'y participer. Comment on passe de faire de l'optimiste sur un tout petit bateau à une grande course en solitaire qu'est le Vendée Globe? Pour moi, ça a été un parcours où j'ai essayé de gravir un peu les marches les unes après les autres. Effectivement, j'ai fait beaucoup de compétitions en optimiste. Et après, j'ai été sur des bateaux un petit peu plus grands, du 420, des rivers. J'aurais pu éventuellement tenter de partir sur la série olympique, parce qu'on a la voile aux Jeux Olympiques, tu connais. Et c'est vrai que j'avais pas forcément ce talent-là, ce niveau-là, cette envie aussi de se consacrer pendant 4 ans à aller tenter une qualification et puis pourquoi pas avec encore plus de réussite d'aller chercher une médaille. Donc je me suis tourné plutôt vers la course au large qui était en train de se développer, en train de se professionnaliser, où il y avait des opportunités effectivement de courir notamment sur le circuit Figaro. Alors les Figaro, ce sont des monocoques de 9 mètres, 10 mètres, donc c'est 2 fois plus petit que les bateaux du Vendée Globe. Mais c'est un circuit finalement où on fait ses armes. On a tous les mêmes bateaux. C'est des courses qui ont lieu toute la saison. Il y a un vrai championnat. Et puis, il y a une course un peu plus connue qui est la Solitaire du Figaro, où de grands marins sont passés par là. C'est un peu passe ton bac. Si tu gagnes la Solitaire du Figaro, quelque part, tu as un petit peu l'expérience et la capacité d'aller tenter d'aller chercher des grandes victoires sur des grandes courses. Et du coup, j'ai fait ce passage-là un petit peu où j'ai eu la chance effectivement de gagner cette course-là à 3 reprises. Et notamment, quand je suis arrivé en 2008, j'avais gagné la Solitaire du Figaro, j'avais participé aussi à la Route du Rhum, où j'avais déjà pas mal d'expérience, mais jamais un tour du monde. Donc c'est vrai que je me suis senti légitime, entre guillemets, de tenter cette aventure, mais quand même, arrivé au départ et les mois et les semaines qui ont précédé, il y avait quand même beaucoup d'interrogations et beaucoup d'appréhension sur ce que j'allais vivre, qu'est-ce qui allait se passer pour moi sur ce tour du monde assez dingue. Et d'où te vient ce goût pour l'aventure en mer? Est-ce que c'est tes origines bretonnes? C'est un peu essayer de tenter de relever des défis un peu plus hauts les uns après les autres. C'est-à-dire qu'au début, effectivement, j'ai commencé par l'optimiste où j'avais le droit de naviguer au bord de la plage ou au bord du quai et puis d'aller à 1 ou 2 kilomètres. C'était déjà un peu pour moi l'aventure. À quel âge ça? Ça, j'avais 8-9 ans. C'est énorme. C'est déjà pas mal. Ouais. Et puis après, le bateau grandit, moi aussi. Donc, on va un petit peu plus loin. Je fais ma première nuit en mer, en équipage. Et puis après, ma première nuit en mer en solitaire, sur des petits bateaux. Et puis à un moment donné, il y a la Solitaire du Figaro, traverser le golfe de Gascogne. Et puis après, on se dit, pourquoi pas traverser l'Atlantique? Donc, j'ai fait la Route du Rhum. J'ai fait des transatlantiques Et puis au bout d'un moment, on se dit, qu'est-ce qui est encore plus grand? Qu'est-ce qui est encore plus grand que traverser l'Atlantique? Faire le tour du monde. Ouais. Le tour du monde, ça reste la course la plus difficile à la voile, la plus longue. Il n'y a pas plus compliqué que faire ça. Donc, pour moi, c'était naturel d'aller tenter ça. J'avais envie d'aller essayer, en tout cas, de voir ce que c'était. Peut-être que ça m'aurait pas plu. Peut-être que j'avais beaucoup de questions parce que j'avais jamais passé plus de 3 semaines d'affilée en mer. Je connaissais pas les mers du Sud. Donc, les mers du Sud, c'est l'océan Indien, c'est l'océan Pacifique. J'avais passé l'équateur, mais je m'étais arrêté. On avait une course qui s'arrêtait au Brésil. Donc, après, je savais pas ce que c'était. Et j'ai dit, il faut quand même que j'aille voir. J'avais eu des témoignages de marins plus expérimentés qui m'avaient raconté un peu ce qu'ils avaient vécu. J'avais aussi lu des récits de marins qui avaient fait le Vendée Globe ou des tours du monde. Et ça me donnait envie d'aller voir parce qu'ils racontaient à la fois la difficulté, mais aussi le plaisir d'être en mer, de voir ces océans assez mystiques et puis où on se retrouve un peu au loin de tout. On est vraiment confronté à la nature, voir les albatros. Enfin, il y avait tout ça.
ça me donnait envie. C'est drôle, la façon dont tu m'en parles, on dirait vraiment que tu es un Magellan des temps modernes. Il y a vraiment cet esprit d'explorateur et le fait de se retrouver sur... bon, c'est pas un territoire inexploré, mais que peu de personnes ont eu la chance de pratiquer en navigation. Ouais, complètement. Je crois qu'on dit qu'il y a plus finalement de gens qui sont allés dans l'espace que de gens qui ont terminé un Vendée Globe. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, ça montre effectivement que ça reste un territoire qui est difficile à maîtriser, en tout cas à aller se confronter, parce qu'on est en solitaire, parce que on est dans une course, donc il faut quand même, il y a un challenge à relever, chacun à son niveau. Il y en a qui vont mettre 65 jours, les autres plutôt 70, voire même 100, plus de 120 jours. Donc chacun y va à son rythme, mais c'est quand même la grosse difficulté, c'est déjà de réaliser ce parcours et de le terminer. Et puis, effectivement, on se voit confronté à beaucoup de problématiques, la météo, la solitude, la gestion du bateau, parce qu'il y a des avaries techniques, il faut savoir gérer son alimentation, savoir se soigner en mer parce qu'on peut se blesser. Il y a beaucoup de paramètres à maîtriser, en tout cas essayer de dominer, et ce qui fait le challenge assez incroyable. Si on veut comparer après avec d'autres disciplines, on se rapproche peut-être plus de l'alpinisme, des gens qui vont faire des grandes expéditions, peut-être dans l'Himalaya, qui partent pour plusieurs semaines, plusieurs mois pour gravir un sommet. Nous, en quelque sorte, on gravit un sommet quand on revient au Sable d'Olonne, à la fin du Vendée Globe. Donc ça reste effectivement une aventure, même si pour moi, le Vendée Globe était d'abord, et en tout cas après la première participation, est devenu pour moi d'abord un challenge sportif. C'était ça qui m'intéressait en premier, c'était d'abord d'aller essayer de gagner cette course. Et justement, quelles ont été tes étapes les plus dures? Tu m'as parlé de l'étape avant la course, l'appréhension. J'imagine que pendant la course, ça a dû être aussi un florilège d'émotions par lesquelles tu es passé. Mais est-ce que tu peux me décrire un peu des moments de doute? Est-ce que le plus dur, c'était avant parce que c'est l'inconnu, ou bien le pendant? Alors, il y a déjà toute la partie en amont, effectivement, la préparation, savoir si c'est de rien oublier. Alors, on est tout seul sur son bateau quand on fait la course, mais on est entouré d'une équipe qui va nous aider à nous préparer, des techniciens, des personnes pour gérer la gestion du projet, la logistique, et faire que le jour J, on est prêt à partir, on a ce qu'il faut pour manger pour 90 jours, 100 jours, qu'on ait bien tout le matériel de sécurité, que nous, on est prêt à affronter ce parcours compliqué. Et puis, moi, en 2008, quand je prends le départ de ce premier Vendée Globe, j'avais une petite fille qui avait 1 an. Donc il y a aussi ce paramètre, on va dire familial aussi qu'il faut gérer, c'est-à-dire le fait qu'on va partir longtemps avec des risques encourus. Donc il faut aussi préparer la famille, préparer les gens qui vont aussi rester autour de ce cadre familial pour que tout se passe bien aussi pendant que nous on est absents, parce que il peut arriver aussi des choses pendant qu'on n'est pas là. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut préparer. Ça se fait pas au dernier moment, pour éviter justement de partir en ayant l'impression de partir un peu comme un voleur, en disant je vais faire mon truc un peu qui me plaît à moi, un peu d'égoïste, et puis les autres, débrouillez-vous pendant que je suis pas là. J'avais pas forcément envie que ça se passe comme ça, et puis effectivement, c'est derrière la course qui commence. On essaie d'imaginer un maximum de scénarios de problèmes qu'on peut rencontrer. On fait des formations médicales qui sont obligatoires pour pallier à toutes les éventualités de blessures. On peut se couper, on peut se faire une entorse, on peut avoir un problème de peau. Enfin, on peut avoir le mal de mer aussi. Certains marins ont le mal de mer. Enfin, même à votre niveau, vous pouvez avoir le mal de mer? Alors moi, ouais, bien sûr. Moi, alors, je vais pas donner leur nom, mais j'ai des collègues qui ont un peu mal de mer ça peut arriver effectivement le premier jour de course. Il faut imaginer sur les grandes courses comme le Vendée Globe, la Route du Rhum ou d'autres grands rendez-vous, on est 10 jours, voire 3 semaines avant, au lieu de départ, avec nos bateaux, parce qu'il y a un village pour que le public puisse voir les bateaux, puisse rencontrer les marins. Et là, on ne va pas naviguer, parce qu'en fait, c'est un petit peu le spectacle. On met en avant les sponsors, on met en avant nos bateaux. Donc, finalement, quand on attaque le jour J du départ, on se retrouve en mer très vite, tout seul. Et puis, le Vendée Globe, ça part au mois de novembre. Pourquoi? Parce que on veut pouvoir passer au niveau des mers du Sud au moment de l'été austral, quand c'est un peu moins dangereux. Donc, il faut partir l'hiver de chez nous. Et souvent, l'hiver, dans le golfe de Gascogne, ça peut être un peu agité. La météo n'est pas forcément drôle. Et donc, c'est vrai que les premières heures, on peut être un petit peu avec le stress, le fait d'avoir peut-être pas navigué les derniers jours.
il y a un petit peu de temps pour s'amariner et ça peut arriver effectivement d'avoir le mal de mer. Donc il y a tous ces paramètres qu'il faut anticiper avant de partir. Et puis après, il y a l'aléa sur la course, où il y a les aléas techniques, il y a une casse qui arrive, la météo qui n'est pas en rendez-vous, on peut se blesser. Donc ça, on essaie de faire face. On peut contacter son équipe à terre pour nous aider un petit peu, nous guider en tout cas sur la manière de réparer tel ou tel problème. Et puis après, moi effectivement, ça a été mon premier Vendée Globe notamment, ça a été la gestion du rythme, notamment comment tenir 3 mois. J'avais fait 3 semaines d'affilée. Là, j'ai mis 89 jours sur ce premier Vendée Globe. Donc comment moi j'allais m'adapter en termes de gestion du sommeil, de gestion à bord, de la solitude. Parce qu'à un moment donné, effectivement, on se retrouve au milieu de nulle part, tout seul sur son bateau. Et puis, il reste encore des semaines et des semaines avant de revenir. Donc, il faut essayer de... faut pas se retrouver noyé par toute cette pression et cet environnement qui peut être difficile. Donc, on essaie de se nourrir justement de sa préparation en amont, de se retrouver, de se caler sur ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a préparé en amont pour nous aider à franchir les étapes les unes après les autres. Donc, j'essaie justement de ne pas me projeter trop vers l'arrivée en me disant, l'arrivée, c'est dans 60 jours. Non, je dis, là, d'abord, on va aller passer le Cap de Bonne-Espérance. Donc, le Cap de Bonne-Espérance, oui, c'est dans 15 jours. Donc, dans 15 jours, je serai là-bas. Et qu'est-ce qui va se passer? Et puis après, une fois que j'ai passé ce Cap de Bonne-Espérance, je dis, le prochain, c'est le Cap Lewin. C'est encore dans 15 jours. Et voilà. Et donc, j'essaie d'avancer un petit peu sans aller trop loin dans la vision parce que j'avais peur un peu de me retrouver un petit peu en me disant, ça me fait peur. Et puis, au fur et à mesure, on commence à s'habituer, finalement. Le corps humain, c'est assez bien fait. On s'habitue à cette solitude. On s'habitue à vivre dans cet espace où, finalement, le confort est quand même limité. On dort sur un espèce de matelas avec des billes pour pas être trop remué quand ça bouge. On mange des plats lyophilisés, réchauffés. Donc, c'est pas toujours forcément très bon, mais il faut se nourrir. Et puis pour se laver, on n'a pas tout le confort de la maison, donc il n'y a pas de douche, il n'y a pas de toilette, donc on fait avec ce qu'on a, on fabrique notre eau douce, donc il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas l'électricité comme à la maison, donc pour recharger les batteries, il faut savoir gérer son énergie. Donc il y a tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte et qu'on arrive à gérer et auxquels on s'habitue pendant la course, et qui fait que au fur et à mesure, on trouve il y a une espèce de routine en fait qui se met en place. Et étonnamment, finalement, le début peut paraître long, les premiers jours, les premières semaines, parce qu'on vient de partir, il y a cette on quitte sa famille, donc on est un petit peu toujours en train de penser à ça. Et puis au bout d'un moment, on rentre dans sa course, et puis on commence à être dans son rythme de tour du monde. Et finalement, les journées, on oublie quel jour on est dans la semaine. On n'a plus les mêmes repères qu'au quotidien. Ouais. On ne sait plus quelle heure il est. Alors on a bien sûr moi, j'ai une espèce d'horloge pour avoir ce qu'on appelle l'heure temps universel. C'est un peu notre référent pour la météo, notamment. Mais il y a un moment donné, je suis incapable de dire quel jour on est de la semaine. Je ne sais même plus depuis combien de jours je suis parti. Le seul repère, finalement, c'est quand on ouvre les sachets journaliers de nourriture où c'est marqué jour 37 ou jour 38. Là, on dit, ah oui, effectivement, on est déjà là. Mais finalement, on n'a plus du tout les mêmes repères qu'à terre. Et ce qui va faire aussi que quand on arrive, quand on revient, il y a de nouveau cette transition qui va se faire dans l'autre sens qui est assez compliquée. Ton surnom, c'est le chacal, tu lâches rien. Est-ce qu'à un moment donné, dans cette première Vendée Globe, tu t'es dit, c'est mort, j'y arriverai pas? Oui, il y a eu des moments difficiles, des moments où je me suis déjà dit, mais qu'est-ce que je fous là? C'est un peu un concentré d'une vie, un Vendée Globe. C'est-à-dire qu'on passe par toutes les émotions, et puis il y a des jours où tout va bien. C'est pas qu'on se lève le matin parce qu'on dort un peu différemment qu'à terre, mais dans la journée, on enchaîne la bonne météo, la bonne manœuvre. On est en phase avec tout ce qui se passe. Et puis, alors, il y a des journées où il y a tout qui s'enchaîne mal. On a un problème technique, et puis qui enchaîne un deuxième problème technique, et puis ensuite, derrière la météo qui se dégrade, et puis on a un mauvais classement qui tombe. Et là, à un moment donné, ça pèse. Et c'est vrai que là, on n'a pas forcément de soutien psychologique autour de nous. Même si on peut contacter un peu la Terre. Alors, pour les Vendée Globe, au début, c'était déjà les moyens de communication étaient beaucoup moins performants que ceux qu'ils ont aujourd'hui sur le Vendée Globe. Donc, on est un peu livré à soi-même en termes de psychologie, de gestion du stress et de dire, il faut pas lâcher, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit,
Et pourquoi je me suis mis dans cette aventure, quoi, parce que personne m'a poussé à y aller. Clairement. Et là, je suis en train de me mettre dans une galère incroyable et je sais pas comment ça va finir. Et puis, il y a toujours le petit truc qui revient, le petite étincelle ou la petite lumière qui fait que, on s'accroche à des petites choses positives. Des fois, c'est quand on a une avarie technique, peut-être quand on commence à remettre la première vis de la pièce qu'on est en train de réparer et qu'on a galéré 3 fois parce que ça bouge et que la vis, ça fait tomber, puis la fois où on a réussi à l'enclencher, on se dit, c'est comme une victoire, en fait. Ouais. On hurle dans le bateau, on crie, on se dit, ah, ça y est. Et en fait, on est tout seul, il y a un milieu de l'océan, il n'y a personne pour nous entendre. Ouais. Et ça, on s'accroche à ces petites choses. Et ce qui fait que, voilà, on repart un peu dans une dynamique positive. Et puis après, bien sûr, il y a eu des moments beaucoup plus compliqués où moi, ça m'a juste avant le Cap Horn, j'ai eu à un moment donné, j'étais en train de dormir et puis là, j'ai tapé un morceau de glace parce qu'on n'est pas loin des icebergs en fait. Est-ce que tu peux resituer le Cap Horn Alors le Cap géographiquement, Horn, s'il te plaît? c'est au sud de l'Amérique du Sud, Mhm. vraiment tout au bout de l'Argentine. Ouais. Et donc nous, on vient de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, donc on est vraiment dans cet océan Pacifique qui est très très long. Il n'y a pas d'île en fait, il n'y a rien au milieu. Il y a le fameux point Nemo qui est au milieu de l'océan Pacifique, qui est le point le plus éloigné de toute Terre. Et donc, à quelques jours de passage du Cap Horn, on sait que c'est un peu la porte de sortie de cette contrée un peu difficile et où il fait froid, il y a du vent tout le temps en permanence. J'ai eu un choc avec un morceau de glace, qu'on a des gros icebergs qui circulent pas très loin de notre route. Et puis, on a ce qu'on appelle les growlers. Les growlers, ce sont des petits morceaux de glace qui se détachent de l'iceberg parce qu'au bout d'un moment, ils commencent un petit peu à fondre. Et ces morceaux-là, on n'arrive pas à les détecter avec le radar. Et c'est vrai que ça flotte à la surface de l'eau. On ne peut pas forcément les voir. Et à un moment donné, j'ai tapé un petit morceau. Et puis, j'ai un de mes safrans. Alors, les safrans, c'est ce qui permet de guider le bateau, de piloter le bateau, qui s'est relevé. Et je me suis retrouvé le bateau qui a commencé à partir couché sur l'eau. Okay. Moi, j'étais en train de dormir, donc je suis sorti, j'étais en chaussettes. J'avais pas mis mon ciré, et donc c'était un peu la catastrophe. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça va se terminer? Peut-être que j'ai cassé mon safran, peut-être que la course est finie. Ouais. Et là encore, on y va par étapes, quoi. D'abord, je suis allé mettre des bottes, je suis allé mettre mon ciré, parce que je me suis dit, de toute façon, là, j'ai le temps de m'habiller et de me mettre, justement, parce qu'il faisait très froid, donc ça sert à rien d'aller tenter le truc si au bout de 2 minutes je suis gelé. Et puis après, on commence à ranger la voile, à remettre le safran, voir si tout est en place, il n'y a rien qui est cassé. Le système c'est une espèce de fusible, donc qui est juste à changer, mais qui a joué son rôle. Et puis ça repart. Mais c'est vrai on peut passer très vite d'un moment un petit peu de quiétude à un moment de panique. Et ça, c'est assez violent. Tu l'as mentionné plusieurs fois, c'est le sommeil. On sait que l'une des plus grosses tortures sur Terre, c'est le manque de sommeil, la privation de sommeil. Vous avez un système assez particulier. Vous faites pas de nuit, bien évidemment. Vous faites des systèmes de sieste. Est-ce que tu peux me dire comment vous vous organisez pour dormir, pour récupérer? Ouais, le sommeil, c'est un élément clé aussi sur les courses en solitaire parce que, bien sûr, il faut qu'on dorme, il faut qu'on récupère pour le physique, pour le mental, la lucidité. Mais on peut pas dormir comme à la maison 6-7 heures d'affilée. Donc, ça va être des petites siestes. Moi, sur un Vendée Globe, je dormais entre 40 minutes et on va dire 1 heure maximum d'affilée. Alors, c'est vrai que ça paraît assez fou, mais c'est quelque chose à laquelle on arrive à se préparer, à s'habituer aussi, à réaliser finalement sur le bateau. Alors, on le fait plusieurs fois dans la journée parce que l'idée, c'est de cumuler 6-7 heures de sommeil sur 24 heures parce qu'on doit tenir un marathon. Le Vendée Globe, c'est un vrai marathon, donc 90 jours, 80 jours, il faut pouvoir dormir régulièrement. Donc, pour ça, déjà, on a un système de réveil parce que quand on commence à dormir, très vite, on tombe dans un sommeil profond. Donc, si on n'a pas un gros buzzer, là, c'est sûr qu'on va pas se réveiller. Et puis ensuite, surtout pour s'endormir et accepter finalement qu'on laisse le bateau sous pilote automatique, parce que c'est le pilote automatique, un peu comme dans un avion finalement, qui va prendre le pilotage du bateau. On lui donne un cap et il va suivre le cap. Et puis comme ça, on peut aller dormir et on sait que le bateau va aller tout droit. Et pendant ce temps-là, on peut manœuvrer, on peut se faire à manger, mais on peut aller dormir. Donc, il faut avoir confiance dans ce qu'on a réglé comme paramètres. Et après, pour s'endormir rapidement, là, il y a des techniques. Voilà, c'est des choses qu'on travaille aussi.
Il y a la préparation mentale, mais on peut faire de la sophrologie, de l'imagerie mentale, certains font de l'opto-hypnose, maintenant. Donc, ce sont des techniques, voilà, des clés finalement pour, en quelques secondes, réussir à s'endormir en oubliant un petit peu l'environnement dans lequel on est. Alors, c'est pas évident à faire au début, hein. Moi, je te jure, les premières fois où j'ai testé ça, j'étais justement sur le circuit Figaro, où le sommeil aussi, tu as un élément clé de la course. La première fois, je suis allé sur mon bateau, je me suis retrouvé tout seul. J'ai dit, là, j'étais en entraînement. La nuit tombait. J'ai dit, je vais essayer d'enchaîner comme ça des petites siestes pendant la nuit. Donc, j'ai mis mon petit buzzer. J'ai regardé dehors 10 fois s'il n'y avait pas de cargo, bateau de pêche. Mon bateau était bien réglé. Je suis allé m'allonger sur mon petit matelas dans l'intérieur. Je crois au bout de 2 minutes, je suis ressorti. Il va y avoir 15 bateaux qui vont arriver, quoi. Et puis après, voilà, j'ai fait 2-3 fois comme ça. Puis au bout d'un moment, j'ai réussi à dormir 15 minutes. Et puis à force d'entraînement, avec de l'expérience aussi de différentes courses, plus ou moins longues, j'ai acquis justement une connaissance sur mon sommeil, sur ma façon de maîtriser ce sommeil. Et maintenant, je me connais bien là-dessus. Je sais aussi quand il faut aller dormir, quand je sais que je commence à atteindre la limite à pas franchir. C'est un peu ça le risque. Ouais. On peut être pris aussi par l'euphorie un petit peu parce qu'on est en tête de course et qu'on se dit, allez, je vais encore remettre une petite couche parce que je veux reprendre un peu d'avance sur les autres. Mais si déjà on commence à être cramé, le risque c'est qu'on aille trop loin. Et puis là, on commence à faire des bêtises. Le manque de lucidité sur une mauvaise manœuvre, un mauvais choix stratégique. Et puis finalement, après, les choses, c'est un peu le cercle vicieux. Ouais, donc tu vois, il faut aussi bien se connaître pour dire à un moment donné, là, ok, je sens que là, je suis bien fatigué. Alors, tant pis, j'accepte effectivement peut-être de ralentir un peu le bateau pour bien régler le bateau pour dormir. Mais le sommeil, c'est très important. Et est-ce que ce manque de sommeil a déjà pu te provoquer des hallucinations? Oui. Ouais, c'est arrivé. Alors déjà, ma première solitaire du Figaro, c'était en 2000. Et déjà, j'avais fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire, évidemment, mais que tout le monde m'avait dit, mais qu'évidemment, comme tout jeune, comme jeunot, j'ai faite. Je me suis retrouvé la deuxième nuit. J'avais pas dormi beaucoup la première nuit, donc j'étais fatigué. La deuxième nuit, je me suis retrouvé plutôt bien placé en tête de course. Et donc là, j'ai voulu un petit peu continuer à essayer de gagner, grappiller quelques mètres. Et donc, j'ai puisé vraiment dans ma fatigue. Et puis, j'ai mis mon réveil. Et sauf que j'ai oublié d'appuyer sur le buzzer parce que j'étais fatigué. Et puis, je me suis allongé. Et en fait, je me suis réveillé. Au lieu de me réveiller 40 minutes plus tard, je me suis réveillé 6 heures après. Oh, wow. Et là, le bateau, les voiles étaient en train le bateau arrêté. J'avais perdu 20 places. Donc là, la panique. Donc là, on le fait une fois, mais on le fait plus. Donc là, on apprend de ses erreurs aussi, c'est important. Et puis, c'est vrai qu'après, sur d'autres étapes de la solitaire ou d'autres courses, mais notamment la solitaire du Figaro, parce que c'est un format de course, on fait des étapes qui durent 2-3 jours. Donc finalement, on peut se permettre d'aller puiser un peu dans le sommeil à la fin, parce qu'on sait qu'on arrive dans pas longtemps. Et donc, on peut arriver très fatigué parce que comme on doit beaucoup piloter le bateau, c'est plus performant. On va un petit peu chercher cette limite, un peu plus que sur des courses longues. Et donc, je me suis retrouvé par moments, effectivement, être en train de barrer mon bateau, donc de piloter. Et puis, j'avais l'impression, en fait, qu'il y avait quelqu'un dans le bateau avec moi. Parce que je savais que je devais aller régler ma voile, par exemple. Et donc, j'étais en train de me dire, de lui demander s'il pouvait régler la voile, en fait. Puis à un moment, je me dis, mais non, en fait, je suis tout seul, il n'y a personne. Donc, voilà, ce genre de choses. Pareil, une fois, j'avais... Donc la nuit, on est beaucoup à surveiller. On n'a plus les mêmes repères. Donc en fait, on a des écrans avec des chiffres, donc qui nous permettent de donner la vitesse du bateau, le cap à suivre, la force du vent. Bien sûr, la carte GPS aussi pour voir où on va. Mais aussi, on a des feux, donc des feux, on va dire des lumières sur des bateaux, qui nous permettent de voir s'il y a des bateaux à côté de nous, justement. En fonction des couleurs, on sait s'ils sont éventuellement en route de collision ou d'où ils arrivent. Et puis à un moment donné, je me suis retrouvé avec... je voyais un feu, mais vraiment pas loin. Et puis il allait à la même vitesse que moi. Je me disais, bon, alors j'essaie de... Je me disais, mais et puis je ne savais pas trop qui c'était, je ne comprenais pas. Et puis j'ai passé 1 heure ou 2 comme ça à barrer, à régler le bateau. Et puis, en fait, à un moment, je me dis, mais en fait, Armel, mais ça va pas. En fait, c'était une étoile. Ah ouais. C'était une étoile, mais moi, j'étais tellement persuadé que c'était un bateau avec de la fatigue qu'à un moment donné, j'ai pas eu cette lucidité de me dire, mais en fait, le ciel a été étoilé, puis c'était une étoile très brillante, alors peut-être une planète, je sais pas. Ouais.
Et donc je dis bon, ok, bon là va faire une sieste parce que là ça part en vrille. C'est intéressant ce que tu me dis parce que tu as appris rapidement grâce aux courses du Figaro, la Route du Rhum, sur ce premier Vendée Globe. Tu arrives à le finir, tu finis même deuxième et tu as un peu accompli un rêve de gosse. Et quand tu remontes le chenal, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Bon, là c'est assez dingue cette arrivée parce que déjà il y a cette brutalité finalement de sortir de cette solitude, de cette justement cette habitude qu'on avait à bord du bateau, cette routine où on s'est pendant 80 jours, moi j'ai eu 89 jours, donc on s'est habitué à ce quotidien, voilà, de cet inconfort, de ce minimalisme de vie en fait, et de cette solitude. Finalement, nos seuls repères, c'est le bateau, c'est éventuellement les animaux qu'on peut croiser, quelques bateaux rares, mais sinon le reste, voilà, c'est moi le bateau et les bruits et la vitesse. Et là d'un coup, on a plein de gens qui arrivent sur l'eau déjà, avec des bateaux spectateurs. Et là, bien sûr, on commence à voir sa famille, son équipe technique, ses partenaires, et puis les journalistes. Et puis après, on voit les gens qui sont sur les quais au Sable d'Olonne. Il faut imaginer qu'au Sable d'Olonne, il y a un chenal en fait, qui est assez mythique. Déjà, pour le départ, il y a plus de 300-400 000 personnes qui sont le long des quais. Alors nous, on n'a pas l'habitude de ça, parce qu'on n'est pas des sportifs qui exerçons dans un stade, tu vois, donc on n'a pas ce public qui est là pour nous supporter quand on est en mer. On est, à part les oiseaux, il n'y a pas grand monde pour nous qui est dessus ou nous aider. Je te rassure, en escrime, c'est un peu pareil. Hormis le grand palais pendant les jeux, généralement. Pendant les jeux, c'était pas mal. Mais c'est vrai que là, du coup, on se retrouve. Déjà, le départ, c'est impressionnant parce que on est pris par cette émotion dingue et puis les gens sont, ils sont là pour nous pousser, à nous aider à partir, en fait, finalement, nous soutenir dans cette grande aventure. Et puis quand on revient, on retrouve tout d'un coup ces gens qu'on a quittés, cette vie à terre qu'on a un peu oubliée. Et finalement, c'est assez brutal. Il n'y a pas de sas de décompression. On passe vraiment de on-off, quoi. Et donc la remontée du chenal, c'est à la fois un moment incroyable parce qu'on sait qu'on a réussi à terminer ce Tour du Monde. Moi, c'était vraiment l'objectif de ce premier Tour du Monde, c'était d'abord le finir. Il y a eu pas mal d'abandons cette édition-là. Il y a eu, on était 30 au départ, je crois. Il y a eu 12 bateaux à l'arrivée. Donc, il y a eu beaucoup de casses. Une météo qui était très dure dans les mers du Sud. Donc, moi, je suis un peu passé entre les écueils et donc, la deuxième place, c'était voilà, un peu la belle surprise. Mais d'abord, finir, pour moi, c'était déjà pour moi une victoire. Et d'avoir accompli ça, c'était, ouais, comme tu dis, c'est un rêve. Enfin, j'avais l'impression d'avoir eu un avant et un après, quoi. J'avais découvert d'autres endroits de la Terre. J'avais vécu un truc dingue avec des hauts et des bas. Et là, je revenais. Et puis là, en fait, on maîtrise plus rien, en fait. On est porté par son équipe, par les gens qui nous entourent. Parce qu'après, il y a tout un process respecté. Voilà, il faut répondre aux journalistes. Après, on doit faire une conférence de presse. Après, voilà, il y a une soirée avec les partenaires. Donc, et moi, sur ce Vendée Globe-là, en plus des difficultés, c'est que j'ai mal géré mon alimentation. C'est-à-dire que mon avitaillement avant le départ, je m'en étais un peu occupé moi parce que je m'étais dit, je veux bien faire ça. On s'était réparti les rôles avec l'équipe. Et comme j'avais pas forcément une grosse expérience des mers du Sud, j'ai un peu sous-estimé en fait le nombre de calories qu'il fallait, notamment dans les contrées où il fait froid. Et donc, quand il a eu ce mois, enfin les 4-5 semaines dans les mers du Sud, il fait vraiment entre 3 et 6 degrés en permanence. Donc, il fait froid dans le bateau, on est bien couvert, mais du coup, on a toujours faim. Et finalement, j'avais pas assez à manger dans mes rations journalières. Donc, j'ai commencé un peu à puiser dans les sachets des jours, on va dire, de la fin, en me disant, de toute façon, je devrais mettre un peu moins de 90 jours. Sauf que ça durait un peu plus longtemps que prévu. Et les derniers jours de course, je me suis retrouvé, il restait plus rien à manger. J'avais plus rien. Et donc, heureusement, j'avais de l'eau. Donc, l'eau qu'on fabrique à bord avec un désalinisateur. Donc, j'avais quand même de quoi m'hydrater. Mais à la fin, j'ai commencé à me rationner. J'ai commencé à manger les rations de survie. Alors, c'est une espèce de gros gâteau de pain d'épices, mais bon, c'est pas très digeste. Et en fait, j'ai perdu 8 kilos. Je suis arrivé, j'étais vraiment amaigri. Et puis hyper... et en fait, je tenais encore avec l'énergie je pense, mentale et l'adrénaline de la fin de course. Et puis quand je me suis retrouvé là, sur les quais, enfin sur la conférence de presse, et puis après, avec tous ces gens, j'ai commencé un peu à
À tanguer. À tanker. Et puis là, je me sentis pas bien, en fait. Et je me suis assis et j'arrivais même pas à manger, en fait. J'ai commencé à grignoter parce que on nous demande, dans le protocole, l'organisateur nous demande, je crois que c'est 48 heures ou 3 jours avant l'arrivée, il nous dit, qu'est-ce que vous voudriez pour votre premier repas à terre? Parce qu'ils savent qu'on n'a pas eu de produits frais pendant 3 mois. Donc souvent, on a envie de salade, de fruits, souvent, c'est le steak frites qui revient souvent. Bref, chacun choisit. Donc moi, comme j'avais pas mangé depuis plusieurs jours, j'avais vraiment envie de plein de belles choses. Donc j'avais demandé plein de choses. Et puis en fait, il y avait une grande table, il y avait plein de trucs à manger. Et puis en fait, j'arrivais pas en fait. Pas possible. Pas possible. Ça, mon estomac, je sais pas, il s'était rétréci. Et donc, j'avais pas à manger. Et du coup, j'ai un peu souffert de ça à l'arrivée. Donc c'est assez étonnant, c'est arrivé parce c'est entremêlé plein d'émotions. Voilà, c'est la joie de retrouver sa famille, de terminer son tour du monde, mais d'un côté on sait qu'il y a quelque chose qui nous échappe. En fait, on lâche son bateau, c'est la fin d'une aventure. Voilà, il y a beaucoup de choses, c'est assez particulier. Fort de cette expérience, tu réenchaînes sur 2012, deuxième édition du Vendée Globe. Tu finis à nouveau deuxième, mais cette fois-ci dans un contexte particulier. Tu finis à un peu plus de 3 heures du gagnant, sur plus de 80 jours de navigation. Arrivé à 3 heures, à quoi ça se joue? Ouais, ça se joue à pas grand-chose. C'est sûr que après ce premier Vendée Globe, moi c'était un peu le Vendée Globe initiatique. J'ai découvert ce que c'était, j'ai appris beaucoup de choses. Et comme j'ai quand même une envie de compétition, une envie de réussir, de gagner des courses, j'ai eu envie de repartir, mais dans une autre ambition, et d'aller gagner le Vendée Globe, clairement. Et là, j'ai eu la chance, mon partenaire s'arrêtait, j'ai été intégré dans une équipe qui était déjà très performante, qui est le Team Banque Populaire, avec lequel je suis encore aujourd'hui. Et puis, ils m'ont proposé d'aller faire le Vendée Globe 2012, effectivement, dans un projet performant, avec un bateau qui pouvait gagner. Donc une autre démarche. Moi, là, je partais plus à la découverte. Là, je partais sur quelque chose que je connaissais, avec vraiment l'envie de jouer aux avant-postes dès le début et pendant toute la course. Et c'est ce qui a été le cas. Effectivement, on s'est retrouvés très vite dans l'entrée des mers du Sud, après un mois de course avec François Gabard au coude à coude. On avait un petit peu semé nos poursuivants. Et puis, ce duel, il a duré en fait jusqu'au bout. Il a été incroyable parce qu'on a alterné l'un et l'autre en tête de course. Je crois que lui, il passe le Cap Horn avec 1h30 d'avance. Et puis finalement, cette remontée de l'Atlantique, il a réussi à garder le lead. Et c'est vrai qu'après 78 jours de course, donc j'avais quand même mis 11 jours de moins que le précédent, donc c'était super. Et je termine de nouveau deuxième, mais seulement à 3 heures de François. Donc c'était là pour le coup, il y avait beaucoup de frustration en fait à l'arrivée, parce que je savais que j'avais vraiment, j'imagine, c'est comme si toi tu ratais la médaille d'or à 1 point, quoi. Ouais, sur un 100 mètres, c'est ça. 1/1000 de seconde. Tu te dis, j'étais pas loin et j'ai raté, quoi. Et ça, c'est dur à vivre. À côté de ça, je me suis quand même dit, parce que quand François est arrivé, je l'ai su avec l'équipe qui m'a envoyé un message. Et puis de toute façon, je savais qu'il allait gagner, parce que là, à la fin, les derniers kilomètres de course, on sait qu'on peut plus le rattraper. Et là, j'avais encore 2 heures là pour un petit peu cogiter et faire un peu un petit peu prendre un peu de recul. Et je me suis dit, bon, ok, je suis déçu, je suis frustré, c'est dur, mais quand même, à l'arrivée, il va y avoir beaucoup de monde. Il y a toute une équipe qui m'a aidé à préparer ce Vendée Globe. Qu'est-ce qui a été positif en fait dans cette histoire? Et donc, j'essaie en fait de raconter justement tout ce qui a été. Et donc, il y avait quand même 95% de la course qui était super, parce que j'ai été beaucoup plus rapide que la dernière fois. J'étais dans ce que je était venu chercher, c'est-à-dire de jouer la victoire. J'ai pas gagné, François était meilleur, mais en tout cas, voilà, il y avait quand même plein de choses positives. Donc c'est ça aussi que j'ai voulu évoquer à l'arrivée. Après, effectivement, les jours passant, les semaines passant, voilà, on a toujours ce sentiment de se dire, il y a quelque chose qu'on a loupé, mais c'était effectivement un Vendée Globe là pour le coup qui a été enrichissant en termes de performance, de sportivité, parce que je me suis dit, ok, maintenant je suis capable d'aller jouer la victoire. Je n'ai pas gagné, mais je suis capable d'aller jouer la victoire.
Donc, on arrive en 2016 C'est pour ça. la 3e édition. Mais dans un contexte un peu particulier, tes enfants sont plus grands. Ça apporte d'autres problématiques. Ils comprennent mieux ce que papa fait. Avant de partir pour cette 3e édition du Vendée Globe, qu'est-ce que tu leur dis à tes enfants? J'ai 2 enfants, effectivement. En 2016, ma fille, elle a 9 ans, mon fils, il a 6 ans. Donc, oui, ils comprennent ce que je fais. Ils suivent bien sûr la course. Ils l'ont suivi avec leur école parce qu'il y a beaucoup de classes qui suivent le Vendée Globe. Mais c'est vrai qu'il y avait ce côté, autant les Vendée Globe précédents, ils étaient trop petits pour comprendre. Donc, la séparation, quelque part, elle était plus facile pour moi. Autant là, il y avait de l'émotion aussi dans leur visage, dans les échanges qu'on avait avant le départ. Donc oui, c'était difficile pour moi peut-être plus difficile de partir finalement à ce moment-là. Mais là aussi, on essaie de se préparer, on essaie d'organiser les choses. Les moyens de communication avaient un peu progressé aussi entre-temps. Donc, on fonctionne aussi beaucoup par messagerie. Voilà, avec Aurélie, mon épouse, on se donnait des messages, pas tous les jours, mais régulièrement. Et les enfants aussi m'envoyaient des photos. Et moi aussi, je leur envoyais des petits messages pour raconter en fait finalement ma course que je vivais à bord. Et eux aussi, ce qu'ils vivaient au quotidien. Donc, finalement, ça permet un petit peu de faire mieux passer cette absence, cet éloignement en fait entre nous. Et cette fois-ci, le duel, il se passe avec Alex Thompson. Vous êtes au coude à coude pendant un long moment et à partir d'un moment, il y a comme une espèce de déclic où tu comprends que tu fais la différence et tu prends de l'avance. Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit, c'est bon, j'ai réussi, il y a toujours la petite épée de Damoclès avec l'avarie. Comment tu gères ta course jusqu'au retour au Sable d'Olonne? Ouais, c'est vrai que ça a été un scénario, à chaque fois, c'était un scénario différent finalement, le Vendée Globe. Et c'est peut-être que la durée de la course qui fait cela. C'est-à-dire qu'à chaque édition, il y a une nouvelle histoire avec des marins différents, des bateaux différents. Mais le scénario, notamment pour la victoire, elle est assez incroyable à chaque fois. Et là, effectivement, d'abord, moi, sur ce Vendée Globe-là, on est quelques mois après l'arrivée du précédent. Avec mon équipe, mon sponsor, on se dit, bon, on n'a pas gagné, mais quand même, on n'était pas loin. On a tous envie d'y retourner. Comment on peut faire pour gagner le prochain Vendée Globe? Donc, on essaie d'analyser un petit peu ce qui n'avait pas marché, techniquement, sportivement, dans la préparation. Et finalement, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses à améliorer, des petits détails. Et puis, on prépare ce Vendée Globe. Et moi aussi, de mon côté, je me suis dit, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, sur 2012, j'ai pas réussi à prendre le lead sur François. Et puis, je me suis rendu compte peut-être que par moment, je me suis un peu contenté finalement dès que je repassais en tête, de me contenter finalement de dire, OK, je suis passé devant, bon, je temporise un peu. Au lieu de dire peut-être à ce moment-là, je vais peut-être essayer de rajouter un peu de pression, d'essayer de creuser un peu, de prendre l'avantage et de faire le break. Et du coup, je suis arrivé en 2016 avec une approche un peu différente dans ce côté-là. Et c'est vrai qu'avec Alex, je me retrouve un peu dans un scénario assez similaire avec François, c'est-à-dire on se retrouve au large des Kerguelen, donc au milieu de l'océan Indien, où on s'échappe tous les deux. Et je me dis, bon, c'est parti pour un tour, on va avoir ce fameux duel. Alors là, pour le coup, je ne sais pas le rater. Mais là, effectivement, j'avais une autre approche. J'avais cette expérience finalement d'avoir déjà vécu un peu ce duel en tête de course. Et à un moment donné, effectivement, j'ai réussi à faire le break. J'ai essayé de mettre un peu plus de pression, d'accélérer un peu au bon moment. Et j'ai réussi à prendre de l'avance. Je passe au Cap Horn avec 2 jours d'avance. Donc, c'était hyper positif. Je savais que c'était loin d'avoir gagné la course encore, mais c'était bien parti. Et puis, malheureusement, quelques jours après, en fait, l'anticyclone, donc c'est une zone sans vent, il nous barre la route, en fait. Et du coup, moi, je me retrouve coincé. Et donc, Alex, il revient, en fait. Il revient et il est, on se retrouve quasiment à égalité. Et il reste 20 jours de course. Et donc là, c'est presque tout est remis à zéro. Et donc là, effectivement, heureusement, je repars un petit peu devant. Je recreuse un peu, mais finalement, il m'a toujours mis sous pression jusqu'au bout. Finalement, c'est qu'à l'arrivée, les quelques heures avant l'arrivée, où je peux enfin me libérer et me dire, ça y est, je vais gagner la course. Mais finalement, ça n'a pas été une partie facile, loin de là. Et quelque part, sur le coup, j'avais du mal à le vivre à bord parce que ça me mettait beaucoup de pression. Puis surtout, je voulais pas revivre en fait ce que j'avais vécu 4 ans auparavant. Et puis, finalement, après coup,
quelques mois après ou quelques années encore après, je me dis, finalement, ça rend un peu ça rend presque la victoire encore plus belle parce qu'il y a eu ce challenge jusqu'au bout. Il m'a poussé un peu dans mes retranchements et donc je le remercie finalement d'avoir vécu ça aussi parce que quelque part, c'est une victoire qu'il a fallu aller chercher vraiment jusqu'au bout de ses tripes et puis qui rajoute un peu à la folie d'arriver, quoi. Ouais. Tu parlais justement de tripes durant ce Vendée Globe 2016. Quel était le moment le plus intense? Il y en a eu beaucoup. Le moment le plus intense, il y a eu un moment assez dingue parce que justement, c'est le moment où je fais le break. C'était un peu après la Nouvelle-Zélande. En fait, on a eu une grosse tempête. Et moi, je décide un petit peu d'aller chercher des vents un peu plus violents, mais qui raccourcissaient un peu la route. Et puis, ça marche. Je creuse davantage. Et puis, je sors cette tempête. Les conditions s'améliorent. Le soleil repointe sur le bout de son nez. Donc, je commence un peu à respirer un peu mieux parce que quand les tempêtes est là, on n'est pas toujours très serein. Ouais. C'est un peu pesant. Il y a bien sûr beaucoup de mer, beaucoup de vent. C'est pas toujours très confortable. Mais voilà, quand les conditions commencent à s'améliorer, on sent qu'on sort de la tempête. Là, ça fait du bien. On commence un petit peu à détendre un petit peu l'atmosphère à bord. Donc, je commence un peu à remettre de la toile parce qu'il y a moins de vent. Je me change parce que j'étais un peu trempé. Donc, je mets des tenues un peu plus sèches. Et puis, je me fais à manger, etc. Et puis, je crois que j'avais même un rendez-vous avec un journaliste. Ok. Parce qu'on a aussi ça à gérer pendant la course. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a mon équipe de communication me dit, je leur avais dit, là, quand les conditions seront meilleures, il y avait un média qui voulait me contacter pour prendre un peu mon sentiment. Et donc, je savais, c'était vers 13h. Le téléphone m'a sonné, donc je m'étais préparé. Et à ce moment-là, je crois que c'est au moment où le téléphone commence à sonner, j'entends un boom. Et là, en fait, il y a la voile qui est à l'avant du bateau, une grande voile, un Gennaker qui tombe dans l'eau. Ah! Et là, je me dis non. Je me dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Bon, évidemment, le téléphone continue à sonner. Donc là, évidemment, je vais pas les décrocher. Donc là, un peu panique. J'essaie de gérer un peu la crise. Donc, je récupère la voile tant bien que mal. Ça m'a pris un peu de temps parce que la voile, elle est dans l'eau, elle est très lourde. Ouais. Bien sûr, je suis obligé d'arrêter le bateau. Je récupère la voile. Je vois qu'il y a, en haut de la voile, il y a une pièce qui est cassée. Donc, je comprends très vite qu'il y a là-haut, il y a une pièce qui a cassé, qui tenait la voile. Donc, je range la voile, je mets une autre voile sur une autre pièce là-haut, donc qui est un peu plus petite. Donc ça prend un peu de temps. Ça m'a pris presque 2 heures, tout ça. Et puis, bien sûr, le téléphone, il a sonné 3-4 fois pendant ce temps-là. Et là, et puis, je préviens mon équipe. Je dis, j'ai eu un problème. J'ai une pièce qui est cassée. Pourquoi, etc. Donc, je fais des photos, j'envoie les photos. Et ils me disent, effectivement, il y a un problème sur la pièce, elle a cassé. Et puis, je crois le lendemain ou quelques heures après, ils me disent, on n'a pas une bonne nouvelle. En fait, la pièce qui a cassé, c'est cassé par fatigue, en fait, parce que il y a un sous-dimensionnement, en fait, du niveau de la pièce. Okay. Voilà, il y a une erreur qui a été faite dans la conception de la pièce. Et la mauvaise, donc ça veut dire que la pièce, on l'avait pas en rechange, donc tu pourras plus l'utiliser. Bon, ça, quelque part, on savait compenser avec d'autres voiles. Par contre, les autres pièces qui tiennent les autres voiles, potentiellement, elles ont le même souci. Ça veut dire qu'en fait, au bout d'un nombre d'heures d'utilisation, la pièce, elle peut casser. Mais ça, malheureusement, on n'a pas forcément d'éléments précis pour te dire si les pièces vont casser dans 3 jours ou si ça va casser en 6 mois. Et là, on venait juste faire de la moitié du parcours. Moi, j'étais en tête de course, j'avais creusé. Enfin, j'étais un peu l'horizon dégagé devant moi. Puis d'un coup, j'ai une espèce de, comme tu dis, une épée de Damoclès qui m'est tombée dessus. Je crois que j'ai pleuré parce que tu vois, j'étais dit, non, pas ça, pas maintenant, c'est pas possible. Et puis là, d'abord, on craque un peu. Et puis après, on essaie comme je disais, on essaie de repartir en s'accrochant des petites choses. Bon, je dis, ok, allez, on fait un peu l'état des lieux. C'est, ok, je suis en tête de course. Les pièces, elles marchent pour l'instant. Je peux encore aller vite parce que j'ai les voiles qui remplacent celle qui est cassée, enfin, qui ne peut plus être utilisée. Et puis, on va réfléchir à comment on va essayer de gérer justement cette situation jusqu'à la fin de course.
Donc, peut-être en utilisant les voiles dans un range un peu différent, c'est-à-dire avant que le vent monte trop, peut-être changer la voile un peu plus tôt que d'habitude. Alors, certes, ça me fera peut-être perdre quelques dizaines de minutes, mais c'est pas ça qui va faire la différence forcément avec l'avance que j'avais. Et puis voilà. Et donc après, j'ai géré cela pendant la fin de course. Quelque part après, j'y pensais peut-être même moins, même plus au bout d'un moment, parce que ça faisait partie en fait de l'environnement dans lequel j'étais. Et parmi toutes ces nombreux jours, nombreuses nuits que tu as passées en mer, quel est ton moment, ta nuit la plus magique et au contraire la pire? La nuit la plus magique, en fait, on a la chance, c'est que, notamment dans l'Atlantique Sud, donc quand on est vraiment au large du Brésil, de l'Argentine, donc on est proche de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et là, en fait, la nuit, on a souvent un ciel il n'y a pas de nuages. Et donc, il n'y a pas de pollution lumineuse, en fait. On n'est pas comme en ville, tu vois, où il y a des lumières qui vont faire qu'on n'arrive pas forcément à bien voir le ciel. Et là, en fait, il n'y a rien qui pollue. Donc, on lève la tête. Et là, je te jure, on a des millions d'étoiles. Et c'est un spectacle incroyable. Et en fait, on se sent... là, pour le coup, on se sent privilégié, tu vois. Parce qu'on se dit, finalement, on est peu d'humains à pouvoir voir ça. Parce que moi, quand je suis en France ou en Bretagne, même sur des beaux ciels éclairés, étoilés, pardon, même l'été, c'est pas aussi magique. Donc ça, à un moment donné, en fait, on oublie un peu la course, tu vois. Alors, ça dure pas 3 heures, mais pendant 20 minutes, une demi-heure, tu vois. Là, j'étais comme un gosse, en fait. Je regarde le ciel et tu vois les étoiles filantes, et puis voilà, c'est assez incroyable. Et puis il y a des nuits beaucoup plus difficiles. Moi, j'ai vécu, en fait, il y a eu, c'est mon premier Vendée Globe en arrivant au Cap Horn, la veille du passage de mon Cap Horn. Dans la nuit, en fait, je reçois un message de la direction de course. Donc, la direction de course, c'est eux qui sont là aussi pour surveiller les concurrents, savoir si tout se passe bien au niveau de la sécurité, voir que les règles sont respectées, etc. Et ils m'envoient un message par mail, parce qu'on avait des mails à ce moment-là. Et ils me disent, il y a Jean Le Cam, qui était un autre concurrent, qui était troisième, qui vient de déclencher sa balise de détresse. On n'a pas de nouvelles. Et comme il n'était pas très loin de ma position, il me demande, est-ce que tu peux te dérouter pour aller sur la zone géographique de la balise de détresse. Et là, c'était la nuit, tu vois. Moi, je commençais un petit peu à me projeter à mon passage de mon Cap Horn, qui était quand même un moment assez incroyable. Et là, d'un coup, tu changes totalement de vision de la course, en fait. En fait, la course, tu la mets entre parenthèses. Et là, tu te dis, là, mais qu'est-ce qui arrive à Jean, en fait? Parce que tu le connais, parce que ça reste un petit milieu, tu vois. Enfin, j'imagine comme toi, vous connaissez entre les athlètes. Chacun a sa vie, son parcours. Et puis, Jean, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, parce qu'il est plus âgé que moi. Il avait fait un très beau parcours en Figaro et dans le Vendée Globe. Donc, je me dis, et puis là, tu t'imagines tous les scénarios. Ouais, bien sûr. Et là, on était 2 bateaux à être déroutés, parce qu'il y avait un autre skipper qui s'appelle Vincent Rioux, qui était pas très loin de moi aussi. Donc, tous les deux, on nous demande de se dérouter. Du coup, on s'est appelés pour échanger et puis se dire, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on va s'organiser, en fait, sur zone? On savait pas forcément qu'est-ce qu'on allait découvrir. Mais comment on peut s'organiser tous les deux pour qu'on soit efficace quand on va arriver, parce que peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de temps pour, on l'espère, le récupérer, parce que on est proche du Cap Horn, donc on est par 60 degrés sud, donc l'eau, elle est très froide, l'eau, elle doit être à 3-4 degrés, les conditions de mer étaient fortes, et puis là, il faisait nuit, mais on allait arriver sur zone au petit matin, au lever du jour, et donc il fallait aller être efficace. Donc une nuit pas drôle. Ouais. Et alors avant ça, avant d'enchaîner sur la suite, j'ai une photo à te montrer. Oui, c'est l'arrivée du Vendée Globe en 2017. Ouais, c'est un grand moment. Enfin, c'est pour moi, c'est la victoire du Vendée Globe, mais c'est aussi finalement ce parcours de ces 10 années, voire 12 années autour de cette course. Moi, j'ai mis trois participations pour le gagner. Certains ont gagné du premier coup. J'ai pas eu cette chance. J'ai pas eu ce talent-là. Mais c'est vraiment ça que je ressens, en fait, sur cette arrivée.
le fait d'avoir vécu déjà 2 arrivées auparavant, dans un contexte différent, de 2e place, j'avais déjà un petit peu cette expérience de ce qui allait m'arriver en fait. C'est-à-dire tous les gens qui arrivent pour moi, la transition brutale finalement entre la solitude et puis voilà, devenir un peu d'un coup un peu le héros de la journée. Et là, ouais, effectivement, j'essaie d'en profiter en fait. Ouais. Je veux pas subir en fait cette arrivée, je veux vraiment en profiter un maximum parce que je sais que ce sera peut-être une fois dans ma vie, ce moment-là. Le partager avec tous les gens qui m'ont aidé à préparer cette course et gagner cette course, l'équipe technique, ma famille, les partenaires, enfin tout le monde quoi. Et là, bah ouais, là il y a tout tu lâches tout là. Enfin, c'est tellement d'années de travail, de sacrifice. Enfin, c'est comme une médaille d'or. Bien sûr, je comprends très bien, je comprends totalement. C'est ton moment, quoi. C'est ton moment et il faut le savourer parce que, voilà, il y en aura peut-être qu'un dans ta vie et là, c'était un super parce qu'en plus, c'était 2 jours. On n'arrive pas toujours 2 jours à faire les courses. Donc, on pouvait vraiment, voilà, pour le maximum de public, pour le voir, le partager avec les gens, en fait. C'était ça l'idée aussi. Ouais. Et puis, vraiment d'en profiter, voilà, de chaque minute, chaque instant. Et tu as eu le talent de n'avoir, et aussi un peu de réussite, de n'avoir aucune grosse avarie sur tes 3 Vendée Globe. En 2018, sur la route du Rhum, il t'arrive un terrible accident. Un accident qui aurait pu être grave. Est-ce que tu peux nous le raconter? Ouais, bah c'est vrai qu'après ce Vendée Globe victorieux, moi je décide de passer, de tourner la page du Vendée Globe, d'aller sur d'autres types de bateaux, des bateaux plus grands, plus rapides, ce qu'on appelle les ultimes, les multicoques. Donc c'est des grands trimarans, bateaux qui vont quasiment 2 fois plus vite. Et c'est vrai que je prends le départ de la route du Rhum au mois de novembre 2018. Donc c'est une course aussi très prestigieuse, plus courte que le Vendée Globe parce que là on traverse l'Atlantique. On va de Saint-Malo à Pointe-à-Pitre. On traverse que l'Atlantique. Voilà. Mais avec nos bateaux, ça va vite parce que les grands multicoques, le record il est de presque 6 jours, donc ça va très vite. Ah oui. Et c'est très très rapide. Mais c'est vrai que ces bateaux sont difficiles à mener en solitaire. C'est un challenge important. Et moi, je me retrouve au bout de 48 heures de course au large des îles des Açores. Donc on est sur le premier tiers de parcours dans l'Atlantique. Les conditions étaient difficiles, il y avait du mauvais temps parce qu'on est l'hiver encore, mois de novembre, donc il y avait du vent, de la mer forte. Et là, c'était au milieu de journée. J'étais dans une situation voilà, où je maîtrisais à peu près les choses. Il y avait du mauvais temps, donc j'avais réduit la voile, je gérais un peu la vitesse du bateau. Je savais qu'il fallait faire un peu le dos rond pour passer ce mauvais temps. Et puis, normalement, dans la soirée, les conditions devaient se calmer. Et puis là, en quelques secondes, en fait, tout a basculé. Le bateau est construit avec 3 coques. Et pour tenir ces 3 coques, on a ce qu'on appelle des bras. En fait, il y a un bras avant, un bras arrière, voilà, qui sont en travers des coques. Et en fait, il y a un bras avant qui s'est fissuré. Et du coup, il y a une des coques qui s'est séparée du bateau. Et là, il faut imaginer que c'est comme si vous étiez sur l'autoroute avec votre voiture et puis vous perdez une ou 2 roues, en fait. Donc là, bien sûr, le bateau, il a plus d'équilibre. Il s'est mis à l'envers. Alors, ça a pris quelques minutes. Et moi, je me suis retrouvé finalement pris dans cet accident très violent où j'étais en situation de contrôle où, à un moment donné, je bascule dans une situation où, en fait, je contrôle plus rien du tout. J'essaie juste surtout de survivre, de me tenir à des cordages pour éviter de me faire projeter trop loin du bateau et de me retrouver dans l'impossibilité de revenir à la nage, tu vois. Le bateau finit par se mettre à l'envers. Là, une fois qu'il est à l'envers, alors de façon étonnante, il devient relativement lent. En fait, il n'avance plus très haut parce qu'en fait, il a plus de mât, il a plus de voile. Et donc, j'arrive à remonter sur le bateau à l'envers. Ça prend, je crois que ça a dû prendre 15-20 minutes. Mais là, pendant ces 15-20 minutes, effectivement, ça a été... en fait, à un moment, je me suis pas vu mourir, mais je me suis vu... je savais pas en fait comment ça allait finir. Ouais. Donc, c'était très, très dur à vivre. Là, il y a l'instinct de survie qui te prend, en fait. Là aussi, le corps humain ou l'esprit ou le cerveau humain, il est assez dingue parce qu'on arrive à se dépasser. Moi, je me suis notamment, et je l'ai découvert quelques instants après, c'est-à-dire que au moment où le bateau chavire, moi, je me suis fait projeter contre une pièce métallique. Donc, sur le moment, j'ai rien senti parce que j'étais dans l'instinct de survie.
pour essayer de me mettre en sécurité. Mais quand je suis réussi à me mettre dans le bateau à l'envers, parce qu'une fois qu'on est à l'envers, en fait, on rentre par un hublot qui est prévu pour ça, pour se mettre en sécurité. Et là, tout d'un coup, j'ai une grosse douleur en fait au niveau du thorax qui est arrivée parce que j'avais le contre-coup en fait de ce choc. Parce que le cerveau, en fait, à un moment donné, il a cette priorité de la survie. Il s'est dit, maintenant, on va lui donner la douleur, quoi. Donc là, j'avais très mal. Mais bon, bref, c'était pas ça non plus l'urgence. Il fallait d'abord mettre en place tout ce qu'on appelle une chaîne de sécurité. On est formé pour ça, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'est un accident quand même assez terrible. Donc là, oui, je déclenche la base de détresse. Ça me permet, pour la direction de course et mon équipe, d'avoir un message d'urgence en disant voilà, le skipper Armel, il a eu un problème grave, il demande une assistance. J'ai pas encore eu le temps de les contacter, ça viendra quelques minutes après parce que je vais pouvoir utiliser un téléphone satellite de portable qu'on a aussi dans un bidon de survie, tu vois. Mais ça a été un moment très très brutal, très dur. Et puis après, il y a toute la partie sauvetage qui se met en place, la récupération qui va prendre du temps. Un vrai accident dramatique, ouais. J'ai lu que toi, ton rêve, c'est d'égaler un peu, c'est d'égaler Michel Desjoyaux, de gagner les 3 grandes courses, donc la Solitaire du Figaro, le Vendée Globe et la Route du Rhum. Quels sont tes prochains projets? Tu vois, il m'en manque une en fait. Ouais. J'ai gagné la Solitaire du Figaro, j'ai gagné le Vendée Globe, mais par contre la Route du Rhum, c'est vrai qu'aujourd'hui je l'ai pas encore gagnée. C'est une course. On l'a dit, hein, j'ai eu des moments compliqués. 2018, cet accident. 2022, parce que c'est une course qui a lieu tous les 4 ans. Donc 2022, on a eu un problème technique, pas dramatique, mais qui nous a fait empêcher de viser la victoire. Et je me permets de t'arrêter parce qu'en 2014, tu n'as pas pu participer parce que tu t'es blessé la main. Exactement. Donc j'ai une histoire particulière avec cette course. Ça. Pour l'instant, elle me porte pas de bonheur, mais voilà, je suis un chacal, on l'a dit. Tu lâches pas rien. Et donc j'ai envie d'y retourner, et je vais y retourner dans un an et demi. Je serai au départ de la Route du Rhum, à bord de mon grand trimaran, avec l'ambition vraiment de gagner cette course. Ouais, c'est vraiment l'objectif numéro 1 pour moi. Aujourd'hui, j'ai acquis beaucoup d'expérience sur ce bateau. Avec l'équipe, on a un bateau qui commence à être vraiment fiable et performant. Et on sera dans la catégorie, ce qu'on appelle la catégorie reine, c'est-à-dire les bateaux les plus rapides et plus grands. Donc on peut tenter aussi le record. Mais d'abord la victoire, c'est sûr, c'est quelque chose qui m'anime. C'est aussi ça qui me donne envie d'être tous les jours, d'aller me préparer physiquement, mentalement, techniquement. C'est vrai que c'est un challenge incroyable. Pour moi, la Route du Rhum, c'est aussi une course qui m'a fait découvrir le monde de la course au large. Tu vois, j'ai suivi à la télé, parce qu'à l'époque, c'était à la télé, on suivait les arrivées de Florence Artaud. Alors toi, tu n'étais pas encore né, mais c'était en 90, tu vois. Mais moi, je me rappelle de cette arrivée. C'était en direct et ça avait fait la une de tous les journaux. C'était la première femme qui gagnait une transatlantique. Après, il y a eu Laurent Bourgnon qui a gagné 2 fois. Des grands marins à chaque fois, des histoires et des drames aussi, parce qu'il y a des marins qui ont disparu. Donc, c'est une course qui est dingue pour tous les passionnés de la mer. Et je sais qu'il me reste pas 36 tentatives, tu vois, parce que c'est tous les 4 ans. Moi, j'ai 47 ans, donc je sais que je peux encore peut-être 1-2 fois, peut-être pas plus, peut-être 3 fois, mais en tout cas pour aller jouer la gagne sur la grande catégorie. Et là, j'ai un rendez-vous à pas manquer dans un an et demi. J'espère que ce podcast avec un Guadeloupéen ce sera de bon présage pour toi. Ce sera top. Merci Armel d'avoir été avec nous. Aujourd'hui, j'ai appris énormément de choses. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Les autres épisodes sont disponibles en streaming sur toutes les plateformes de podcast et en vidéo sur YouTube et Spotify. À bientôt.